viens de sortir les chiens. J'ai une faim de loup. C'est prêt. Et toi, t'es prêt? Oui, chérie, je sais gérer ma glycémie. Et avec mon nouveau lecteur One Touch Select Plus, je peux même préciser si c'est avant ou après repas. Avec le nouveau lecteur de glycémie One Touch Select Plus, sa fonction avant ou après repas et son code couleur, vous savez à tout moment où vous en êtes. Et vous pouvez profiter de chaque instant. Eux aussi, ils sont prêts. One Touch, à vos côtés pour avancer. One Touch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Dans la libre antenne, après avoir accompli notre devoir de citoyen, et maintenant on se connecte bien à soi ici, ce qui revient aussi à se connecter au monde environnant, mais à y prendre conscience de ce qui nous appartient. Alors on s'y confie, on se questionne, on fait des liens entre ce que l'on vit et ce que l'on éprouve, ce que l'on pense et ce que l'on agit. Quentin et Corentin accueillent vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Foucherose qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 7 39 21. En commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr 39 21. Je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Bienvenue. Merci. En fait, moi je voulais apporter simplement, pour moi c'est pas simplement, mais un témoignage de ce qui m'est arrivé hier après-midi. Oui. Donc, comme j'ai dit à Quentin, je fais partie d'un comité des fêtes et on organise régulièrement des soirées ou des journées pour des personnes dans le besoin. Et puis, depuis l'an dernier, il se trouve qu'on connaît un jeune homme très jeune qui a eu un accident de moto. Et il a eu la moelle épinière sectionnée, donc il sera paralysé à vie. Et l'an dernier, donc on a organisé une journée exposition moto, démonstration et tout pour lui. Puis la recette, donc elle est pour l'aider à acheter là en l'occurrence. Oui, aller pour son fauteuil, son équipement. Voilà. D'accord, oui. Voilà. Ah, formidable. Ouais. Voilà. Quelle belle initiative. Ouais. Et l'an dernier, je l'ai pas vu, je sais pas pourquoi, mais bon. Et puis je crois que, en fait, c'est assez récent, donc il me l'a dit, mais il était un peu fatigué. Enfin, je l'ai pas vu. Et cette année, donc hier, il faisait super beau. On a vraiment une super belle journée ensoleillée, toute lumineuse, toute pleine de soleil. C'était magnifique. Et puis je sais pas pourquoi j'avais envie de le voir, mais en même temps c'est délicat. Oui. Parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais lui dire. C'est un peu. Puis après j'ai dit Evelyne, laisse parler ton cœur et les mots justes. Oui, vous viendront. avez bien fait. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile. Vous avez raison parce que, comme vous dites, on vit pas seulement d'être en sollicitude. Peut-être que juste ce jeune homme, vous sentez bien avec lui. Enfin, vous l'aimez bien, tout simplement. Pas en rapport avec ce qui lui est arrivé, mais ce qui lui est arrivé vous met peut-être une certaine distance, du coup. Ben oui. Oui, c'est ça. Et puis, disons que c'est toujours délicat parce que des fois on trouve pas les mots justes. Oui. Est-ce qu'il faut compatir, faut rester. Et puis on sait pas de quoi il a besoin réellement, d'entendre en fait, de rapport à l'autre. Oui, oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est un jeune homme que le pire c'est qu'il habite dans mon village, mais je le connaissais pas tellement. Par contre, je connais bien son papa. Oui. Mais c'est comme si ça avait réveillé plein de choses. C'est pour ça, c'est la vie. Je trouve que, alors ce que je vais dire, ça va peut-être choquer des gens, mais je trouve que la vie est belle dans le sens où
Et là, vous voyez, du coup, ça m'émeut parce que c'est tous ces messages d'amour que des personnes qui ont subi quand même, c'est quand même une épreuve terrible, je veux dire. C'est un vrai c'est drame, jeune. c'est tragique, ouais. Mais bien sûr. Il a 20 ans, c'est ça? Oui, il a, bon, peut-être légèrement plus, mais bon, guère plus. Et quand il vous arrive ça, alors bon, je sais que chacun on a une mission d'âme, comme on dit, mais bon. Oui, exactement, Evelyne, ouais. Ouais, mais c'est là qu'on se dit que bon, ben voilà, il y en a qui, avant de venir sur Terre, l'âme, elle choisit quand même des parcours pas faciles, mais bon, voilà, après c'est le choix, voilà. Et donc du coup, j'avais vraiment, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie de le voir. Et puis c'était, je vous dis, je crois que c'était tellement lumineux, la journée, c'était, je sais pas, il y avait un truc. Mais j'ai quand même demandé à un copain, je lui ai dit, mais t'es sûr que c'est lui? Il me dit, oui, c'est lui. Je lui ai dit, t'es sûr, hein, parce que je voudrais pas faire d'impair et tout, parce que je le reconnaissais pas. Et donc je suis allée vers lui, et il avait donc une casquette, et il a levé sa tête vers moi. Oh, et j'ai eu un choc, mais de lumière. Je sais pas comment vous expliquer. Oui. Quelque chose qui est passé. Ah, mais incroyable. Mais il avait des yeux, mais remplis des yeux. Déjà, il est très beau. C'est vrai que physiquement, il est beau. C'est vraiment un bel homme. Mais c'est pas ça. C'est qu'il avait des yeux bleu clair, vert clair, mais presque transparents, mais remplis de lumière, d'amour, de force, de joie, de gratitude, Et moi, ça m'a. Oui, ça vous a bouleversé parce que c'est un corps. C'est un corps privé d'une certaine partie de sa vie, en tout cas de mobilité, le corps physique. Et là, vous avez vu transparaître dans son regard toute son âme, toute sa profondeur d'être. Exactement. Et pas dans le fer, puisque fer, justement, il est empêché en partie en termes de mobilité, encore une fois, dans le fer. Mais il peut bouger que le bras droit. Que le bras droit, ouais. Et c'était quelqu'un qui était plein de vie, qui bougeait beaucoup, vraiment un féru de moto, et du coup, ça m'a permis de reparler avec son papa. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu. On est allés à l'école ensemble. On était dans la même classe. Et il m'a dit aussi que c'est une famille très, très, très unie. Donc ça aussi, ça a été très, très important. Et quand il est arrivé ça, tous les copains se sont mobilisés pour transformer la maison, réaménager tout. C'est là que j'ai dit, et j'ai aussi entendu que les gens ne comprenaient pas ce que je disais, mais c'est pas grave, il faut pas juger, il n'y a pas de jugement à porter. J'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte, ton fils, comme il a fait travailler tout le monde, mais pas travailler dans le sens avec une pelle et un marteau, mais travailler au sens de l'amour, au sens de la conscience, de la conscience de l'existence, de se mettre en travail. Mais finalement, dans son invalidité, il permet aux autres de faire. Et j'aime bien que vous précisiez ça, Evelyne, pour tous ceux souvent qui appellent, qui sont soit très malades, soit en difficulté, qui disent mais on n'ose pas se faire aider, on n'ose pas demander de l'aide. Et le fait là, de toute façon, de pas pouvoir faire autrement, c'est-à-dire d'être en invalidité, et de laisser les autres se mobiliser pour lui, il leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, mais le pire, c'est que son papa m'a dit qu'il était même gêné. Alors, pour toutes ces manifestations qu'on fait pour lui, il était gêné parce qu'il disait, il y a plus malheureux que moi. Oui, parce que au fond de lui, dans son psychisme, dans son âme, est moins abîmé que son corps. Oui. Ouais. C'est ça. Et donc, dans la conscience qu'il a d'être, il se dit, oui, mais ce qui m'arrive, finalement, je sens, en tout cas, que j'arrive à le surmonter. Voilà. Et c'est pour ça que je lui dis, mais tu sais, on a aidé, il y a quelques mois, on a aidé une personne que je connais très bien, qui est seule avec ses 2 enfants et tout. Toute la recette a été pour elle, on l'a aidée, mais il dit, oui, mais tu vois, elle a besoin que lui, il est entouré, il est tellement entouré. Mais c'est là que... Mais je vous dis, moi, c'est ça, c'est la lumière qui m'a envoyée.
Là, ce soir, ça va mieux, mais je vous assure que hier soir, j'étais bouleversée. Ce matin, en me réveillant, je pleurais encore. Vous pleuriez, oui. Et quand donc je lui ai parlé, et ce que j'ai trouvé super, c'est que les mots sont sortis vraiment tout seuls, naturellement. Je sais plus ce que je lui ai dit. Enfin, on a bien discuté. Et puis, à un moment donné, je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser. Et puis, en me penchant, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai déprogrammé un peu le fauteuil. On a rigolé tous les deux. Et après, je lui ai dit un truc. J'ai dit, mais t'es bête de dire ça, mais j'ai posé ma main sur son bras et je lui ai dit, je te souhaite vraiment le meilleur. Mais c'est bête de dire ça, parce que le meilleur pour quelqu'un qui peut plus marcher, je sais pas si c'était vraiment opportun de dire bien ça. sûr mais que si, qu'il y a un meilleur pour lui, de toute façon. Un meilleur à lui et pour lui. Pourquoi ce serait bête? Ça voudrait dire que vous pensez que de toute façon, il est déjà dans le pire et donc le meilleur n'est plus possible. Ça sous-entendrait ça, si je l'ai de dire dit, que je pense c'est bête. que c'est mon Mais cœur c'est qui a votre cœur, parlé. oui. Voilà. Comme dit Fan qui envoie un message, elle dit souvent il y a trop de retenue qui isole tant de gens à mobilité réduite et que c'est dommage, alors que souvent, les gens-là ne demandent qu'un contact de vie, d'amour. Oui. Et ça, je pense que lui, il l'a compris. Mais après, donc, quand je l'ai laissé, j'avais les larmes aux yeux. Alors, les gens qui m'entouraient croyaient que j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais triste, parce que, mon Dieu, c'est terrible et tout. Et c'était pas ça du tout. J'avais les larmes aux yeux, j'avais une émotion, mais d'amour, une émotion de gratitude, une émotion je vous assure, j'ai reçu une boule de lumière. C'est lui qui m'a... J'ai reçu une leçon de vie, je sais pas comment vous dire. Qui vous a éclairé, vous avez été touchée au vrai sens du terme, quand on dit je suis touchée, mais vraiment touchée en plein cœur. Oui. Peut-être à l'endroit où vous aviez besoin aussi d'être touchée. C'est-à-dire que ça vous parle à vous, Evelyne. Ouais. Exactement, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans le flou complètement professionnel, sentimental. Enfin bon, je suis complètement... mais... Là, hier, je sais pas comment dire, c'est comme si j'avais pris conscience de moi, conscience de ce que je sais faire, conscience de ce que je peux faire. Ouais. Et il vous a ramené à vous. Mais il vous a ramené, égaré. Comme si il me disait, vas-y, avance, je sais pas comment expliquer. Oui, comme si, vous dites, j'étais dans le flou, donc en somme, vous êtes un peu égaré, et il vous ramène sur le chemin. Oui. Il vous a ramené sur votre chemin à vous. Il y a Lily qui dit le fait de ne pas pouvoir bouger comme nous le voulons nous amène à nous recentrer sur l'humain et à nous ouvrir aux autres. Également, c'est vrai. Il y a quelque chose d'essentiel qui s'est joué là. Ah mais c'est... je sais pas comment vous dire. Enfin, moi je suis très... moi je crois beaucoup... je vous avais déjà eu au téléphone. Moi je parle beaucoup à mes guides. Je suis très... Connectée, très connectée. Je suis très connectée et bon voilà. Et mais je sais qu'il y a des gens. D'ailleurs, j'en ai eu la preuve hier. Je savais qu'il y a des choses que je pouvais pas dire parce que les gens n'entendaient pas. Mais ça, c'est pas grave. Mais j'ai vraiment senti que autant l'an dernier, j'avais pas ressenti cet élan. Que là, c'était, je sais pas, je voulais aller le voir déjà pour lui dire bonjour, pour l'accueillir, ce qui est normal, je veux dire, c'était une journée pour lui, je sais pas, voilà, lui dire bonjour. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est lui qui m'a remise, qui m'a redonné mes racines, je sais pas comment expliquer. Vous avez fait une rencontre d'âme, hein, oui, on a exactement. l'impression. Mais c'est ça. C'est ça. Et c'est marrant parce que là, j'ai reçu une ou deux vidéos justement qui parlaient de la mission d'âme. Oui. Et pouf, et hier, j'ai cette belle rencontre. Qui est de l'ordre de l'incarnation. Il est incarné, ce jeune homme. Je pense. Alors, même, et donc incarné dans ce corps-là. C'est ce qui fait qu'il dit, mais je comprends pas, il y a plus malheureux que moi. Il est dans le parti de la vie, très clairement. Mais c'est vrai qu'il est. Je vois son papa, c'est une boule d'amour aussi. D'ailleurs, je me demande, il me semble qu'il a été abandonné petit, mais j'en suis pas certaine, mais il me semble bien. Mais on le ressent. Mais quand je l'entendais parler, mais
Je sais pas, c'est une leçon de vie, Sophie, mais Il en a conscience, je sais pas, il est très jeune, mais vous avez pu lui renvoyer ça aussi. Peut-être qu'il ne sait pas lui-même ce qu'il est capable de provoquer dans son être en étant juste qu'il est. oui, je sais pas s'il en est conscient. Peut-être Je sais pas pas. encore en tout cas, mais dans son chemin, peut-être qu'il peut le trouver. Regardez Alexandre Jolien, le philosophe. Handicapé par une maladie de naissance et tout ce qu'il apporte au monde et aux êtres par ses ouvrages, par sa présence, même par sa difficulté de s'exprimer quand on l'entend, avec effectivement un être qui est très lumineux, qui donne beaucoup. Lui, je peux vous dire qu'il m'a... Et qu'est-ce que ça, vous dites, ça a ouvert donc quelque chose en vous, en tout cas égaré, vous retrouvez sur votre chemin. Est-ce que ce matin, justement, là, ce soir, vous êtes encore là-dedans, quand vous dites, ça y est, je sais où je suis, je sais où je me trouve, ça a éclairé, comme ça a mis de la lumière dans quelque chose qui était resté dans l'ombre chez vous? Disons que depuis quelques mois, je suis une formation parce que moi j'ai une passion vraiment très forte pour les animaux et je sais que ma mission d'âme à moi, je pense, c'est aider les animaux. Ça, j'en suis persuadée. Et il se trouve que j'ai fait la connaissance d'une personne qui est vraiment formidable, avec qui on a un groupe plus d'une vingtaine de personnes. Je suis une formation pour être interprète animalier. Oui. Pour communiquer avec les animaux. Oui. Et je sais que c'est-à-dire pour leur maître, pour faire l'interprète entre l'animal et le maître? Pour communiquer d'âme à âme. D'accord. Avec l'animal? Oui, avec l'animal. Et je pense pas me tromper en disant que je suis faite pour ça. Et il y a là tous les jours je promène un chien et j'ai beaucoup sympathisé avec sa maîtresse qui m'a dit mais vous avez vraiment quelque chose avec les animaux, faut faire quelque chose avec les animaux, vous ressentez des choses et vous sentez, vous entendez, il y a un truc quoi. Et cette formation, je l'ai quasi abandonnée depuis 1 mois, 2 mois, voire plus, parce que plus on vit, mais vraiment plus on vit. Alors quoi, d'ailleurs, vous savez? Je sais pas. Non, oui, d'accord. Parce que prise par le temps, prise par... mais il n'y a pas que ça, parce que c'est peut-être trop facile de dire ça, mais c'est plus que je sais plus quoi faire de ma vie et je savais plus si je servais à quelque chose, en fait. Je crois que c'est ça. J'avais l'impression que, je vis, parce que je vis, je mange, je dors, mais je sers à quoi? Vous aviez perdu le sens. Je crois que c'est ça. Oui. Et alors je me suis dit, Evelyne, déjà tu la payes ta formation, donc voilà. Voilà déjà. Et en plus, mais dis-toi que c'est vraiment, et en plus notre formatrice nous l'a dit, mais dites-vous que ça va vraiment, c'est un métier formidable. Mais ça peut déboucher sur un métier. Oui, c'est la question que je me posais en vous écoutant, Evelyne, sur une fonction. Oui, c'est un métier. Comportementaliste et interprète animalier. D'accord. Et après, donc, vous agissez dans quel type de milieu? Chez des vétérinaires? Auprès de qui? Non, mais auprès des propriétaires qui ont des difficultés avec leurs animaux. Je comprends. Par exemple, un animal, je sais pas, un chat qui se met, à faire pipi partout, être agressif, ou un chien, qui a des troubles du comportement, en fait, des animaux. D'accord. Vous êtes un peu psy pour animaux, en fait. C'est un peu ça. Oui, c'est ça, j'essaye de comprendre, oui. Oui, donc c'est pour le comportement animalier, donc un peu comme les TCC, thérapie cognitivo-comportementale chez les humains, vous, c'est pour les animaux. Voilà. D'accord. Et en fait, la petite pépette que je sors tous les jours, elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Enfin, elle est adorable, mais je pense qu'elle a un parcours aussi toute petite qui a été assez difficile. Et j'ai dit à la maîtresse, mais appelez, je connais une personne qui fait de la communication animale et je suis sûre que ça va vous aider. Et en fait, elle a appris plein de choses. Alors justement, la question que je me pose en vous écoutant, Evelyne, c'est que est-ce que on traite l'animal, mais on traite un peu le maître aussi? Bien sûr. Oui, c'est ça. Vous êtes aussi un peu psy humain aussi. Oui, forcément. Parce que l'un va pas sans l'autre. Oui, parce que l'animal, il a aussi quelquefois un comportement
peut-être dysfonctionnel parce qu'il peut traduire un stress, une inquiétude, quelque chose d'inconscient chez son maître ou juste une façon de faire. Quelquefois, on ne sait pas bien s'y prendre et on a besoin d'apprendre tout simplement. Oui, puis moi, ce que je pense aussi, c'est que l'animal, il n'arrive pas par hasard dans une famille et que c'est l'animal qui nous choisit. Et que moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi grâce à mes animaux et qu'ils vous apprennent des choses sur vous, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Par exemple, donnez-nous un exemple que vous avez vécu où vos animaux vous ont appris quelque chose sur vous, justement. La patience. Oui. Et puis avoir l'autorité, se dire que c'est pas parce qu'on est autoritaire qu'on n'aime pas. Oui, cadré finalement. Voilà, un peu comme exactement. avec les enfants. Exactement. Ouais. Et moi, je sais que le chien que j'ai eu m'a beaucoup aidé dans le métier que j'ai fait. J'ai été assistante d'éducation. Mais comme j'ai pas d'enfant, je me suis dit comment je vais faire. Je vais pas m'en sortir. Je vais bref. Et en fait, j'ai appliqué l'éducation que j'ai appliquée à mon chien. Je l'ai appliquée à l'école. Oui, ça vous a appris à ce qu'on appelle, vous savez, être assertif. Assertif, c'est savoir dire des choses même parfois un peu difficiles, mais en étant bien ancré en soi. Voilà. Ni trop vis-à-vis de l'autre, ni trop chez l'autre, mais ni trop autoritaire. L'autorité, c'est pas être autoritaire, avoir de l'autorité. Faire preuve d'autorité. D'accord. C'est pas être autoritaire quand on fait preuve d'autorité. Quand on a autorité, c'est juste. Exactement. C'est juste. Et je m'aperçois que en fait, là moi c'est pareil. Bon, je m'occupe, je fais plus ce métier-là, mais je m'occupe d'enfants. Et j'ai de l'autorité parce que je tiens à ce qu'on soit juste, respectueux. Pour moi, c'est très important. Et bien, je m'aperçois qu'ils m'adorent. Et c'est pas parce que je leur laisse faire. Et vous leur donnez un cadre, en fait. Exactement. Et les animaux, c'est pareil. Ouais. Et au début, quand j'ai eu mon bosseron, je l'aimais tellement que je faisais des bisous tout le temps et tout. Il m'a dominée. Et c'était invivable. La vie était devenue mais vraiment hyper pénible. Et j'ai appris qu'en fait, il fallait que je lui montre que le maître c'était moi, que c'était moi qui avais l'autorité. Et ça s'est super bien passé. C'était un chien, donc il venait de la SPA qui mordait les femmes, qui devait être euthanasié. Enfin bon, qui avait eu un parcours aussi qui a été abandonné dans les rues. Enfin, il avait un parcours un peu dur. Et c'est devenu une boule d'amour. Je l'ai aimé ce chien, mais c'est devenu une boule d'amour. Et maintenant j'en ai un autre pareil qui a été trouvé au bord de la route. Et j'ai appliqué cette éducation et il y a encore des amis samedi qui m'ont dit mais ton chien il est super, il a son caractère, mais c'est à moi à le recadrer, voilà. Donc je sais que je veux faire quelque chose avec les animaux, je veux travailler avec les animaux, je veux aider les animaux, Oui, et je trouve très intéressant, Evelyne, que la rencontre d'hier avec ce jeune homme, vous êtes ramenée sur cette voie-là, parce que, vous voyez, Monica écrit, quand on expérimente la capacité des handicapés physiques à surmonter leur handicap, ça nous aide à surmonter notre propre handicap intérieur. Et sans doute aussi que dans ce rapport aux animaux que vous avez qui vous ramène à vous-même, en fait, c'est quelque chose là d'une forme, on va prendre d'entre guillemets handicap intérieur, en tout cas croissance plutôt, je dirais, chez vous-même, où ce jeune homme vous a ramené à votre propre croissance. Et donc sur votre chemin de croissance intérieure, qui va avec, qui est renvoyé par votre formation auprès des animaux, en fait. Ah, mais complètement. Et alors, il y a Lily qui ajoute, qui sans doute, j'imagine, en lisant le SMS de Lily, qu'elle est elle-même handicapée, parce qu'elle écrit « Nous ne pouvons pas apporter d'aide par notre force physique, mais le combat que nous menons au quotidien transmet de la force aux gens qui nous entourent. » Je trouve ça très beau. Ah oui. Parce qu'il y a quelque chose comme ça qui se transmet de l'ordre de la vie, de la force de vie à l'intérieur. Oui. Et je vous assure qu'hier, moi, on l'a tous ressenti, parce que tout le monde disait, mais il a une pêche, mais c'est vrai qu'il est,
Enfin, mais c'est très bien dit, effectivement, hein, par Lily, hein, quand elle dit, voilà, le combat qu'on mène au quotidien, transmettre de la force aux gens qui nous entourent. C'est cette force-là que ce jeune homme aussi vous a donnée. Il y a Lily qui ajoute, le handicap nous oblige à faire preuve de patience et d'abnégation, autant de qualités qui sont très appréciées par notre entourage, soumis au stress et à une vie faite de pression permanente. Donc il y a un temps, il y a un rapport aussi au temps et à l'espace très différent. Oui, mais moi, c'est vraiment sa lumière qui m'a bouleversée. C'est ses yeux. Je sais pas comment expliquer. Vous avez parlé d'amour, en fait, de lien d'amour. Ah, mais oui, il est rentré à l'intérieur de moi et il a diffusé de la lumière, mais ça m'a. Ouais, mais bouleversé. Enfin, je sais pas quel. Ça m'a. Redonné. Je sais pas quoi. En vous parlant, là, je les vois encore, ces yeux, mais oui, c'est des yeux, mais j'ai jamais vu des yeux comme ça. Mm-hmm. Mais vraiment, je vous assure, mais comme si ces yeux rentraient en moi et m'apportaient ce dont j'avais besoin, l'amour, la lumière, la confiance, la chaleur aussi. Oui, la chaleur dont j'avais besoin. Alors que moi, je marche, je cours, je danse. Et en fait, c'est là, comme dit la personne, c'est que quand physiquement on peut plus faire les choses, mais en fait, c'est l'âme qui parle, c'est l'âme qui rayonne en fait. Oui, c'est ça, c'est son âme qui a rayonné. Il y a toute cette force intérieure qu'il a pu vous transmettre et à laquelle vous avez été très très sensible, Evelyne. Et c'est ça aussi qui est très beau. Alors, il y a d'autres auditeurs qui sont très touchés aussi par votre témoignage. Evelyne, il y a Rose qui dit j'aimerais bien parler à Evelyne de mon chat. Est-ce qu'il serait possible d'avoir ses coordonnées? Alors, on vous mettra peut-être en contact. Rose, laissez-nous vos coordonnées par SMS, comme ça on pourra les transmettre bien sûr à Evelyne. Et puis Willy qui laisse lui ses coordonnées en disant que votre témoignage le touche beaucoup, qu'il a vécu beaucoup de choses identiques et qu'il aimerait aussi en parler avec vous. Ah je suis contente parce que j'ai dit Quentin, c'est peut-être pas très intéressant du fait que j'ai pas vraiment des soucis, quoi. Mais si, c'est très intéressant, Evelyne, c'est formidable. C'est pas intéressant parce que j'ai pas de soucis. Alors à la libre antenne, si j'ai pas trop de soucis, c'est pas intéressant. Mais vous-même, regardez, ce soir, vous apportez d'abord votre lumière à vous et beaucoup, beaucoup d'espoir. Et puis aussi, ce qui est très important, je trouve, dans votre témoignage, c'est vraiment ce lien dans la fragilité, la vulnérabilité. Ce qu'on oublie tellement souvent dans une société de la performance, du succès, de la brillance, mais pas de la lumière. Vous nous parlez de lumière, vous nous parlez pas de ce qui brille, ce qui est vraiment différent. Et d'ailleurs, voilà, les étoiles, quelquefois, qui brillent le moins comme ça dans le ciel, sont les plus importantes, les plus profondes. En tout cas, d'une lumière très, très vivace, très vivante. Vous nous parlez de ça ce soir et c'est très important pour éclairer notre chemin, le chemin des auditeurs, comprendre que on est plus que soi-même, on n'est pas réduit à son ego, à son enveloppe, mais on est un peu plus grand que ça. Il y a un auditeur qui dit l'empathie, c'est de se séparer de son ego et de ne pas imaginer que la dite situation terrible puisse vous arriver. Oubliez cet écho qui évitera de vous poser autant de questions pour donner de l'amour. Et c'est ce que vous avez compris, c'est que ce jeune homme est beaucoup plus grand que ça et vous-même avez été dans ce plus grand que ça. Ce qu'on est d'ailleurs tous, mais qu'on oublie tellement souvent dans notre petite vie. C'est pour ça que moi je ne porte aucun jugement sur ce que les autres personnes ont ressenti ou quoi. Eux pensaient que j'avais de la tristesse ou je dis chacun. Oui, vous étiez dans l'émotion. Oui, chacun son parcours. Bien sûr. Mais en fait, je dirais que cette lumière et ce que j'ai ressenti, je le ressens beaucoup avec les animaux. Parce que quand je il y a un état d'une certaine manière, de fragilité, de vulnérabilité chez l'animal qui dépend quand même du bon vouloir de l'humain et aussi de sa bienveillance, un peu comme un enfant d'ailleurs. Donc on retrouve aussi dans le rapport entre l'homme et l'animal, en tout cas domestiqué,
moins chez les animaux sauvages qui ont la force sur nous, mais en tout cas cet état de dépendance pour la nourriture, pour sortir, quelquefois d'une forme de vulnérabilité. Donc il y a du soin là avec l'animal à avoir. Oui, mais même les animaux, c'est comme là cet après-midi, je suis allée me promener, et puis moi quand je vois des vaches, je leur klaxonne, je leur fais un petit coucou, parce que bon voilà, je suis comme ça. Et là, j'ai vu des vaches, et ben je leur ai parlé. Rien que quand elles me regardent, il y a, je sais pas comment dire. Alors il y a un truc où quand je vais dans une animalerie, ce que je déteste voir les animaux dans les animaleries, je leur parle. Et je prie pour eux, je leur envoie de la lumière, je leur envoie de l'amour, je sens qu'il se passe un truc. Oui, bien sûr. Et c'est pur, je ne sais pas comment vous dire. Alors ça fait mal parce qu'il y a des choses qui font mal, mais en même temps c'est au-delà, comme vous disiez, c'est au-delà de l'enveloppe, c'est au-delà de... de l'ego, comme disait cet auditeur. Oui, c'est comme si je fermais les yeux et que on fait plus qu'un. Oui, corps, âme, esprit. Alors, il y a Lily qui dit, pourquoi ne pas lier votre passion des chiens, par exemple, au service des personnes handicapées pour devenir médiateur canin, demande Lily. Ah, j'entends un blanc. Non. Ça veut dire que j'y avais pas pensé ou j'y ai déjà pensé? Non, j'y avais pas pensé. Ah oui, c'est pour ça que je pensais, quand j'ai entendu le blanc, je me suis dit, je crois qu'elle y avait pas pensé. C'est une bonne idée que vous donne Lily, là. Ouais, c'est gentil, merci Lily. Ouais. Alors, écoutez, on va vous laisser y réfléchir. C'est la vertu de cette émission aussi de donner des pistes. Et un très très bon conseil aussi que donne un auditeur pour mieux connaître les personnes à mobilité réduite. Je vous propose d'aller voir le film Les Patients, réalisé par Grand Corps Malade. Et oui, quelle bonne idée, quel très beau film. Oui. Merci de le rappeler, bien sûr. Bien sûr. Oui. En tout cas, Evelyne, merci infiniment de votre appel ce soir. C'est une petite lumière, moi, je trouve, dans cette nuit électorale. J'apprécie beaucoup que vous nous ayez appelé ce soir, Evelyne, pour nous raconter cette belle histoire qui allume une petite bougie dans l'émission. C'est gentil, puis merci surtout à... je ne vais pas dire son prénom, mais merci à lui, quoi. Oui, bien sûr. Il y a un auditeur, c'est pour ça que je souris en vous écoutant, parce qu'un auditeur envoie la femme qui murmurait à l'oreille des vaches. Elle est pas mal, celle-là. Ouais. Oui, je sais que je passe un peu pour une illuminée. Mais non, c'est très très joli, je trouve. Oui, mais je veux dire les personnes qui me connaissent, parce que c'est vrai que moi, les animaux, c'est voilà. Et voilà. Donc, beau chemin à vous, Evelyne. Merci. Beau chemin de lumière à vous. Moi aussi. Au revoir, Evelyne. Merci, au revoir. Bonsoir, Sabrina. Bonjour. Merci d'appeler l'antenne d'Europe 1. Merci à vous, merci de m'accueillir. Donc je vous appelle parce que je vais bientôt passer un concours, pour être précise, donc dans 2 semaines environ. Ouais. Et je vous avoue que je suis assez anxieuse. C'est pas une nouveauté, donc je sais pas comment faire. Donc je vais d'abord vous présenter un peu la situation. Oui. Alors donc après mes études, j'ai toujours été plutôt bonne élève. J'ai fait une classe préparatoire. Qui s'est pas si bien passé que ça parce que forcément le niveau est beaucoup plus élevé. J'avais très mal vécu l'échec à l'époque. Des concours des grandes écoles après la classe prépa. Voilà. Oui. Alors déjà en classe prépa, je n'avais pas de très bonnes notes. Donc j'étais passée du très bon élève en lycée tout d'un coup à l'élève plutôt moyenne en prépa. Ce qui fait que je n'avais même pas passé mes concours pour les grandes écoles justement. Découragé, complètement. Oui, totalement. Oui. Et surtout qu'ils cassent un peu le moral, souvent dans les classes prépa, c'est pas facile. Oui, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de pression et les élèves entre eux aussi de compète. Mettent la pression puisqu'on est tous un peu concurrents. Et donc après la prépa, je me suis réorientée en droit, donc à la fac. Sauf que finalement, j'ai été assez traumatisée, on va dire, et j'ai développé une vraie angoisse à l'idée de passer des examens.
ce qui fait que parfois, il m'est même arrivé de ne pas me présenter à un examen. Donc, j'ai quand même pu valider 2 années assez difficilement. Et puis la 3e, c'était vraiment de pire en pire. Et vraiment, j'étais tellement angoissée que je n'allais plus du tout à l'examen. Alors, je travaillais quand même, hein, je révisais, mais on va dire que je m'attardais sur des petits détails. Il fallait vraiment que tout soit parfait. Mais oui. Et comme au dernier moment, ça n'était pas parfait pour moi, je jugeais que je n'étais pas assez prête, je n'y allais pas. Voilà. Donc après ça, j'ai arrêté mes études, j'ai eu des petits boulots et donc là, je me suis dit qu'il était temps de recommencer. Sauf que voilà, donc je vous appelle ce soir parce que donc mon concours est dans 2 semaines et il s'avère que je recommence à redévelopper le même schéma. Donc vous le sentez arriver, ouais. Voilà. Je vois bien que donc jusqu'à présent, c'était pas assez concret, donc j'étais pas très stressée. Mais là, je commence vraiment à réaliser que l'échéance approche et je vois bien que je commence à prévoir des plans B, à me dire que finalement, si je n'y vais pas, peut-être que je pourrais tenter un peu plus tard. Ouais. Et donc voilà, je sais pas quoi faire, ça me stresse beaucoup. Ouais, déjà Sabrina, de baisser l'enjeu, de raisonner sur l'enjeu, parce que ce qui bloque complètement et qui est dû d'ailleurs à l'expérience que vous avez vécue en classe prépa, c'est que l'enjeu était tel que on y met à peu près tout ce qu'on est dans cet enjeu-là. Oui. Et alors je dirais pas c'est question de vie ou de mort, mais en tout cas psychiquement il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Et donc que l'échec n'étant pas supportable, et ce qui est vrai d'ailleurs d'une certaine manière, on trouve des moyens d'y échapper, quitte effectivement à s'y mettre réellement, c'est-à-dire à ne pas se présenter, parce que de fait vous allez il y a un risque de se retrouver du coup véritablement en échec. Donc c'est arriver à prendre la mesure d'un mécanisme qui est en fait très pervers, très insidieux, parce qu'il se met là à votre insu et qui est je ne me donne finalement encore moins de chances de réussir en n'y allant pas parce que j'estime que ce n'est pas parfait. Or, il y a de vraies vertus à l'échec. Tout le monde essaye, on essaye tous à faire plusieurs fois, même des examens, quelquefois on les repasse, on n'a pas le niveau, on repasse la matière. Vous avez quand même fait vos années de droit en fait, Sabrina ? Oui, mais quand même assez difficilement, c'est-à-dire que... En repassant des matières, des partiels. En repassant des matières, et généralement justement je les avais au rattrapage parce que je n'allais pas à la première session. Ouais. Et j'allais au rattrapage puisque là je n'avais vraiment plus le choix, c'est-à-dire que il y avait plus de plan B en fait au moment du rattrapage, donc là je me présentais en me disant tant pis, mais c'était quand même très difficile et il fallait me piéger en quelque sorte et ne pas me laisser le choix, donc limite j'allais dormir chez une amie la veille pour être sûre que j'irais à l'examen le lendemain, sinon non, je n'irais pas, ou je commençais presque à vouloir ne pas dormir toute la nuit pour presque me rendre malade et me trouver de fausses excuses pour ne pas y aller en fait. C'était vraiment ça. Et oui, en fait, j'essaie pourtant de me dire que il y a toujours d'autres solutions, qu'on peut toujours faire plein d'autres choses, que l'échec n'est pas si grave, mais j'ai vraiment l'impression que tout se joue à travers les études, que la réussite dans la vie se joue à travers les diplômes et c'est vrai que mes amis, mon petit ami me disent que ça ne passe pas que par là, mais c'est plus fort que moi en fait. Oui, alors certes il y a certaines choses qui passent par là, on va dire oui, tout passe pas par là, mais c'est pas tant de raisonner sur ce plan-là qui peut vous aider, c'est plutôt de réaliser, voire presque j'ai envie de vous dire de ressentir que c'est pas tout votre être qui est dépendant de cette échéance-là. C'est-à-dire que la personne que vous êtes est bien plus riche, bien plus grande, bien plus large, a bien plus de dons, de capacités que celles qui sont liées juste à cette épreuve-là. Vous voyez, c'est que plutôt que de mettre tout votre être dans cette notion d'examen ou dans l'épreuve telle qu'elle est, c'est prendre une certaine distance en disant c'est une partie de vous, c'est-à-dire effectivement le travail que vous avez fourni pour les cours, et de fait en plus c'est formidable parce que vous travaillez, et donc parce que vous travaillez, de prendre la confiance que cette partie-là, cette partie qui a travaillé, vous y allez avec cette partie-là de vous qui a bien travaillé pour passer l'examen. Mais c'est pas tout votre être entièrement qui est en cause. Parce que souvent, dans cette angoisse d'échec, c'est presque une angoisse d'anéantissement. C'est si j'échoue, alors je ne suis rien. Vous imaginez comme c'est énorme, quoi.
Oui, c'est exactement ça. Voilà, on a tout mis ensemble. Et le fait de tout mettre ensemble, c'est comme un étau qui se resserre. Et effectivement, vous vous rendez compte, si alors j'ai tout mis dans l'épreuve, du coup, je préfère ne pas y aller parce que j'ai beaucoup trop peur. Il y a de quoi ne pas y aller. Si je suis votre raisonnement, et vous avez effectivement toutes les bonnes raisons de ne pas y aller. Sauf qu'en fait, c'est pas raisonner sur ce plan-là, c'est se dire, en fait, imaginez que vous allez aller dans 15 jours à vos examens et que vous allez y emmener votre ami à vous, c'est-à-dire votre ami intérieur à vous. Vous allez emmener Sabrina par la main, vous allez dormir chez Sabrina, avec Sabrina, dans le même lit de Sabrina, et vous emmènerez Sabrina à l'examen. Mais vraiment de faire cet effort-là, qui n'est pas un effort de dissociation, mais de compréhension que vous êtes bien plus que ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je me dis, mais si j'échoue, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai toute une vie à construire en quelque sorte. C'est comme si votre vie en dépendait, quoi. Oui, exactement. Et jusqu'à présent, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez fait vos études de droit, puis après, donc vous avez pris un autre chemin. Est-ce que votre vie a dépendu de ça? Non, pas du tout. Ouais. Mais c'est-à-dire que, au contraire, j'ai pris un peu plus de confiance en moi parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de me débrouiller, d'avoir un emploi, de m'épanouir dans un autre domaine et que déjà, pour des raisons financières, j'étais vraiment capable de me débrouiller. Mais c'est vrai qu'après, je ne me sentais pas légitime et même j'ai pu avoir des petits jobs où on pouvait me proposer plus de responsabilités. Mais par exemple, je ne sais pas si quelqu'un allait avoir un BTS en management, par exemple. Moi, j'allais me dire que je n'étais pas capable de faire ce qu'elle faisait parce que je n'avais pas le même diplôme qu'elle. Encore une fois, c'était encore cette histoire de diplôme, alors qu'en soi, j'ai été formée sur le tas. Oui, peut-être même plus que ça. Ce que ça m'évoque quand je vous entends, Sabrina, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposture. Ce sentiment de jamais se sentir légitime. Et en se disant l'autre est plus légitime que moi parce que elle a un BTS ou elle a réussi ça, etc. Et moi j'ai pas le droit de. Or c'est important j'attire votre attention là-dessus parce que ça creuse quand même une petite faille dans l'estime de soi et ça se soigne relativement facilement l'imposture. Et je vais vous dire comment, exactement ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs, c'est-à-dire en travaillant ses compétences. Quand on a, en fait, la différence entre la confiance et l'estime de soi, la confiance, c'est j'ai confiance dans mes capacités de. L'estime, c'est j'ai confiance dans ma valeur. Bon. Et quand on a une différence entre les deux, souvent l'estime dans la valeur, elle est plus liée à l'imposture. C'est j'ai pas la valeur de, l'autre a plus de valeur que moi. Oui. Quelquefois, on a confiance dans ses capacités. Je suis sûre d'ailleurs que vous avez assez confiance dans vos capacités, ce qui vous a permis de travailler, de faire vos années de droit, même de présenter, des examens importants. Mais c'est la valeur que vous vous donnez qui est pas tout à fait suffisamment là pour vous donner accès à la réussite que vous souhaitez vraiment pour vous. Oui, c'est exactement ça. Parce que, d'ailleurs, même au-delà de ça, souvent, je vais me sentir plutôt invisible. Je vais même être surprise que des gens écoutent ce que j'ai à dire parfois dans le monde professionnel. Oui, même durant mes études, c'était comme ça. J'ai toujours été un peu plus discrète. Et j'avais même l'impression d'être une autre personne dans le cadre scolaire. Alors que dans ma vie plus personnelle, excusez-moi, j'étais beaucoup plus extravertie et c'est vrai que j'ai du mal à me vendre en quelque sorte, et à accepter que je suis capable de faire des choses. J'ai de la valeur, je compte. Oui. Alors après, il y a tous d'ailleurs ces termes intéressants un peu financiers. Je suis une personne qui compte, j'ai de la valeur, j'ai le droit de, je peux m'autoriser à réussir. C'est sur tous ces aspects-là que vous pouvez vous développer, Sabrina. Et souvent sur cet aspect de valeur, pour aider ce syndrome d'imposture, c'est bien d'être au contact de sa compétence. C'est-à-dire là, en ce moment, vous êtes à 15 jours de l'examen. Tout le travail que vous avez fourni, c'est-à-dire en fait toutes les compétences que vous avez engrangées jusque-là, vous dire mais oui, c'est bien moi, Sabrina, qui possède ces compétences-là. Et surtout, ne pas vous comparer aux autres. Parce que ça, c'est dramatique. Parce que c'est que je vais regarder le nombre de personnes qui se présentent à l'examen en disant que la concurrence est telle qu'il n'y a aucune raison qu'ils me prennent moi et qu'ils prendront forcément les autres. Je pars déjà avec ce schéma d'échec en fait. C'est que la réussite est limite impossible pour moi et parfois je me demande pourquoi je me présente puisque
Je parle du principe. Ils sont tous mieux. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, enfin, c'est pas possible. Ils me prendront pas moi. Il y aura forcément des personnes bien plus intelligentes et qui auront beaucoup plus confiance en elles et qui oseront, qui seront prises, alors que moi, ce n'est pas le cas, quoi. Ce serait intéressant que vous arriviez à vous nourrir un peu comme un terreau, un peu comme des graines, des expériences juste précédentes là avant vos mois d'études. Vous dites vous avez un peu travaillé, vous avez gagné en autonomie, vous êtes allé un peu dans le monde professionnel, et là certains éléments de votre efficacité, votre compétence vous ont été renvoyés par les équipes. Et ça, absolument, vous en nourrissez comme de l'engrais, hein, pour vous faire pousser. Parce que si vous n'y croyez pas à ce qu'on vous dit sur vous, à vos qualités, à la personne que vous êtes, vous n'allez pas pouvoir justement prendre de la ressource pour passer le saut de l'examen, en fait. Donc là-dedans, il y a plein de ressources à prendre. Donc vous me conseillez plutôt de lister un peu mes compétences Et pas seulement, de ce qu'on a dit de vous, de ce que vous avez entendu les autres dire de vous. Vous savez, souvent quelquefois dans les concours, on dit dites-moi quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Dans les concours des grandes écoles, il y a souvent des questions comme ça. Mais ce serait intéressant que vous écriviez quelles sont les qualités qu'on vous prête, que vos amis, votre petite amie, l'entourage professionnel, tout ce qu'on a dit de vous en positif. Essayez de le noter, de le retrouver. Dressez le portrait de vous. D'accord, sans être trop prétentieuse du coup. Mais c'est pas de la prétention, oui, mais alors c'est ça le drame. Et alors, je souris Sabrina parce que c'est le syndrome de la très bonne élève, vous savez, d'école et de lycée que vous êtes. C'est oui, on est bon, mais enfin, faut pas se pousser du col. Mais c'est pas se pousser du col ou être prétentieux que de reconnaître sa valeur. Parce que quand on la reconnaît pas, on fait beaucoup plus de mal d'abord à soi, mais aussi aux autres, parce qu'on n'irradie pas sa lumière. C'est le magnifique texte de Marianne Williamson que citait souvent Mandela, qui disait on a plus peur de notre lumière que de notre ombre, alors que de briller n'enlève pas la lumière aux autres, et en plus elle permet d'éclairer le chemin des autres. Donc Sabrina, n'ayez pas peur de votre lumière. Il y a Louisa qui dit si tu n'as rien à perdre, tu gagnes. À l'inverse, s'il y a trop à gagner, on perd. Vous avez rien à perdre, en fait. Mais c'est vrai que c'est ce que j'essaie de me dire, en me disant, mais j'aurais du mal à supporter, oui, encore une fois, mais c'est ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, vraiment cet échec en me disant, mais je sais pas, oui, parce que j'ai déjà peu confiance en moi, donc le fait d'assumer. Entre nous, Sabrina, qu'est-ce qui fait que vous pourriez échouer? D'après vous, quelles sont vos chances d'échouer? Mais voilà, le pire, c'est que, puisque vous avez fait ce qu'il fallait pour. Vous avez travaillé, vous n'avez pas procrastiné, vous préparez vos examens. Non, pas du tout. D'accord. Non, c'est ça. Mais par exemple, je vais m'attarder sur des petits détails. Je vais pas aller à l'essentiel. Je vais être un peu dans le déni. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps à regarder en quoi consistaient réellement les épreuves. Pour repousser ce moment, vraiment le plus possible. C'est-à-dire que je veux pas me confronter aux choses. J'ai peur de me confronter aux choses, aussi bien dans mes révisions. Donc j'ai tardé à réviser. Je vais Alors, c'est aller ça à l'essentiel. D'accord, c'est ça qui vous crée le syndrome d'imposture, Sabrina. Vraiment ce comportement-là, parce que du coup, et c'est formidable, comme vous en avez bien conscience. Du coup, vous n'avez pas mis le temps qu'il fallait pour avoir la compétence qui vous rassurerait. Et du coup, votre comportement, en fait, n'est pas du tout rassurant pour vous-même. C'est pire, en fait. Vous voyez, en ayant peur de l'échec, vous entretenez votre peur en ayant un comportement qui agite cette peur-là. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de taire un peu cette petite voix en vous laissant pas le choix de vous mettre à ce sur quoi vous devez vous y mettre, parce que vous allez vous rendre compte que, comme ça, vous allez vous rassurer. Vous allez gagner des pans entiers de compétences qui vont du coup pouvoir vous dire ah oui, je suis fière, j'ai réussi à ça. Il faut que vous travailliez la fierté de vous-même, absolument. C'est vraiment important pour vous que vous soyez fier d'une journée, d'une demi-journée, d'avoir passé tant de temps, travailler cette matière comme ça, de vous être donné à fond là-dessus. Fixez-vous, voilà, un challenge, par exemple, voilà, demain c'est lundi, et dites-vous, voilà, si j'ai fait ça, je suis fière de moi. Mais vraiment ce mot-là, d'accord ? D'accord, je vais essayer de faire comme ça. Bon, vous nous tiendrez au courant, hein. On croise les doigts pour vous. Merci. Bon courage Sabrina, merci de nous avoir appelés. Et bon courage pour la semaine. Merci beaucoup. Il est
vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une très belle et douce nuit, une très bonne semaine et vous retrouvez Caroline Dublanche demain, lundi. Et tout de suite, Jérôme Lacroix pour le Flash.